s'établir sur la partie. Voilà, parfait. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et puis, donc je me présente, je m'appelle Bernard Feuillard, je travaille pour l'entreprise 4FEM. Je vais présenter aussi l'entreprise un petit peu après. Donc pour ceux qui nous rejoignent à peine, juste pour préciser, on sort d'une autre séance de 2 à 3 qui était sur les applications de la simulation numérique pour l'industrie horlogère, donc sur des applications basées sur l'habillage et le mouvement. Et puis maintenant, de 3 à 4, donc on va pouvoir se concentrer sur une application particulière qui est l'application numérique optique, dans lequel on va avoir une présentation bien générale de tout, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce que ça fait, de certains cas d'application typiques, notamment par Julien Duchesne de l'entreprise Ansys. Et on aura une présentation par Xavier Rousset, qui a créé son entreprise, sa propre marque surtout, en horlogerie, et qui a des designs extrêmement élégants et qui va nous montrer comment, dans sa démarche, la simulation numérique et notamment la simulation optique, eh bien, a pu l'épauler. Donc je me permets tout d'abord de présenter l'entreprise. Pour ceux qui l'ont déjà vu précédemment, je m'excuse de me répéter. Donc 4FEM, nous sommes un distributeur du logiciel Ansys. Ansys, c'est un développeur de logiciels numériques. C'est pas uniquement un développeur. Ansys, le produit Ansys, eh bien c'est le leader sur le marché. Il permet de couvrir toute une série de physiques. Donc on va parler de l'optique aujourd'hui. Et 4FEM donc distribue ces produits-là et surtout accompagne ses clients eh bien, dans l'utilisation des produits Ansys. Et cet accompagnement, il se fait de différentes manières. Il se fait déjà par de la présence comme ce qu'on fait ici, à travers les webinaires, pour expliquer un petit peu ce que font eh bien, ces modules, ce que permet de faire la simulation numérique. Pour notre part, nous sommes basés, alors pour ma part, je suis basé à Renan, à côté de Lausanne. Dans la partie francophone, on a aussi un pôle très important à Lyon, en France. Et parmi les services que l'on propose, donc déjà c'est la distribution des licences, mais c'est aussi tout ce qui va être formation, donc que vous soyez opérationnel, en sortant des formations, que dès le premier jour, vous sachiez utiliser le logiciel dans votre entreprise. La réalisation de mandats de consulting, donc si vous n'avez pas les ressources ou les compétences, eh bien, on réalise pour vous les calculs. On vous donne à la fin aussi les modèles. On vous explique aussi comment, si vous le souhaitez, comment utiliser ces modèles-là. Ça fait aussi partie des formations. Et ensuite, le support technique, c'est-à-dire que le jour où vous êtes utilisateur, mais vous n'êtes pas tout seul. Si vous vous sentez bloqué, que vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous avez accès à un numéro de téléphone et à une adresse email. Et du lundi au vendredi, vous avez quelqu'un pour vous répondre et pour vous débloquer. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout pour la présentation de 4FEM. Je ne vais pas en dire plus. Et on va se lancer directement dans ce pourquoi vous êtes venu ici, à savoir la présentation optique. Donc, je vais passer la main à monsieur Xavier Rousset, qui va vous présenter tout ça. Et là, je pense que tout le monde m'entend. Je n'ai pas vu de petit retour. Merci Bernard de me laisser la main. Moi, je vais vous donner simplement voilà, un peu mon expérience à travers l'utilisation de Speos, à travers l'utilisation de Speos sur la création de cette marque Itzer by la montre d'art, où Itzer, hein, si vous voyez bien, ce sont mes initiales. Donc, dans le sommaire, je vais me présenter et puis je vais vous expliquer un petit peu la genèse du projet, puis après les challenges que j'attendais par rapport au choix de l'utilisation de Speos, et puis surtout les avantages du prototypage virtuel. On en a parlé, j'en ai entendu un petit peu parler juste avant. C'est vrai qu'avec sa tendance green aujourd'hui écologique, le prototypage virtuel est vraiment une des solutions pour combler cette tendance.
Euh, Par la suite, au bout d'un quart d'heure, c'est Julien de Ansys qui va présenter le logiciel Speos. Et ensuite, je montrerai un petit peu comment Itserby dans Speos évolue pour vous montrer les résultats et puis la manière dont j'ai pu communiquer. Ce qui est peut-être un mot qui va être le fil rouge tout le long de la journée, du moins de ma présentation, c'est le côté humain et plus particulièrement le humain. On parle toujours de remettre l'humain à sa place, au centre du processus. Moi, c'est ce que j'ai essayé de réaliser avec Itserby. D'où je viens, le côté humain, je suis né avec un héritage familial. Mon grand-père, en 1958, a créé une fabrique de cadrans à Besançon, qui a été après délocalisée à Port-Entruy. Donc, on voit déjà ma dimension du massif jurassien, franco-suisse. Donc voilà, j'ai appris à marcher dans cette fabrique de cadrans et puis je suis resté jusqu'en 2008 en tant que responsable de production de cette entité familiale. Donc, mon univers, on voit, c'est essentiellement du cadran. Ça, c'est une partie de ma collection de cadrans au fur et à mesure des années que j'ai pu consolider avec voilà, des modèles bien particuliers. Et puis en parallèle, une formation très classique hein, avec une licence de maths et puis un master de gestion d'entreprise. Et puis un côté atypique où à 42 ans, suite à un remerciement par un grand groupe horloger qui venait d'en racheter un deuxième, je suis devenu ingénieur en micromécanique à l'école d'ingénieurs de Besançon, à l'ENSEM, et spécialisé en matériaux, procédés et simulation. J'ai commencé à mettre le doigt un petit peu voilà, dans la simulation et utiliser les logiciels ANSYS pour faire des simulations de balanciers spiraux. C'était très intéressant. Un parcours professionnel, toujours sous forme de transition. J'ai connu Carlos Diaz, le créateur de Roger Dubuis. J'étais responsable de la cellule recherche et développement, cadran et demi. J'ai fait la transition entre cette société familiale avec le groupe Richemont. Bon, ils possédaient une fabrique de cadrans de montres, ils n'avaient plus trop besoin de moi. Je suis parti chez Bulgari, qui venait de racheter une fabrique de cadrans de montres à la Chaux-de-Fonds, qui s'appelait Cadran Design. Très intéressant, voilà, directeur de site de production là, de travailler avec Bulgari. Bulgari a eu la chance d'être acheté par LVMH, et c'est vrai que LVMH ensuite est venu avec ses propres directeurs. C'est à ce moment-là que moi j'ai challengé pour repartir sur les bancs de l'école en tant qu'ingénieur en micromécanique. Par la suite, toujours dans les transitions, une belle société qui a fait appel à moi juste après cette école d'ingénieur, Merusa, qui appartenait à une famille qui était en train d'être achetée par le groupe Bloch. Donc j'ai permis, voilà, en apportant mes compétences cadranières, faciliter le rachat du groupe Bloch, pardon, de Merusa par le groupe Bloch. Et c'était très intéressant. Puis pour sortir un petit peu de l'arc jurassien, j'ai été mandaté aussi à l'île Maurice, parce qu'il existe aussi de l'horlogerie à l'île Maurice. Pareil, il y a une fabrique de cadrans de 300 personnes qui était en train d'être achetée par une société qui est basée vers le Loclin. Donc voilà, je baigne dans ce milieu horloger depuis une quarantaine d'années. À un moment, j'avais envie aussi voilà, de prendre les choses en main et puis l'humain en voyant tous ces facteurs de groupe, d'organigrammes, de sous-traitants. J'avais vraiment envie de remettre cet humain au centre et surtout ces métiers d'art. Et puis le concept il est venu petit à petit en disant mais euh, si on portait une galerie d'art au poignet, ce que j'appelle la montre d'art, et au sein de cette galerie d'art, au sein de cette montre d'art, on met en valeur le chef-d'œuvre d'un artiste des métiers d'art. Alors, bien sûr, il existe les montres des métiers d'art, mais toujours affligées avec une marque. Mais si pour une fois, l'artiste, au lieu qu'il soit un sous-traitant de rang 2 ou de rang 3, développait lui-même, imaginait, développait, créait sa propre création, son propre univers. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc ce concept aujourd'hui, il est unique, hein, c'est-à-dire que la marque Xerby n'existe pas proprement dite, hein, elle est cachée au dos de la montre. Et puis devant la montre, c'est le nom de l'artiste qui aura réalisé
ce cadran, ce chef-d'œuvre qui est mis en avant. Et puis le mouvement devient, si on utilise le champ lexical des galeries d'art, le mouvement devient le piédestal du chef-d'œuvre cadranier. Donc voilà, cette volonté de valoriser le laborieux derrière l'objet cadrant, et puis tout ça de construire dans une fondance dream. Donc une, c'est d'aller chercher des éléments qui appartiennent au massif jurassien. C'est intéressant parce que moi je suis basé soit à Besançon, soit à Bienne, mais tous mes composants viennent, 100% des composants viennent du massif jurassien. Très rapidement, ici, le mouvement, il vient de la Chaux-de-Fonds. C'est un mouvement qui équipe les montres Schwarz-Étienne. Le fond de la boîte était en titane ou en or et usiné ici à Besançon. La glace-botte vient de Saphir-Werk chez Bouygues. La couronne vient de l'entreprise Cheval ici à Besançon. Les bracelets, c'est également autour de Besançon. Et puis le chef-d'œuvre, il est fabriqué, ce qu'on verra par la suite, où se situe l'artiste, hein, tout simplement. Mais moi, je n'ai pas des moyens de grand groupe et je ne peux pas me permettre de développer des prototypes physiques, surtout si on imagine avec une glassbox en saphir. Donc j'ai cherché un outil et j'avais besoin d'un outil complet qui me passe de l'esquisse, quand je commence à dessiner, juste à produire des images pour Instagram. Hein, on est dans un monde où on doit produire des images et je ne peux pas me permettre à mon niveau d'avoir toute une équipe d'infographie qui va essayer de rendre beau le produit. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis appuyé sur CADFEM SPOS. J'ai suivi il y a 2 ans à Lausanne, c'est la présentation de CADFEM. Et puis j'ai dit, voilà, c'est l'outil qu'il me faut parce que dans SPOS, on passe de l'esquisse. Je peux très bien faire de l'esquisse. Je peux passer par le workbench pour faire d'autres calculs mécaniques et d'autres simulations, ce que vous avez vu sur le webinaire juste avant, mais surtout, je peux faire de l'optique. Et ça m'a intéressé. Donc voilà, je m'appuie sur l'équipe CADFEM. Ils ont un programme, justement aussi, si on parle d'un point de vue économique, ils ont un programme qui s'appelle Startup, et derrière, toute une équipe extrêmement compétente, et puis je me suis senti vraiment très à l'aise, très soutenu par les gens de Ansys et de CADFEM. Je vais peut-être en profiter là pour citer quelques prénoms, mais j'ai en tête Delphine, Pierre, Thomas, Julien, l'été dernier, qui m'ont vraiment donné la main pour pouvoir développer cette marque. Ici, ce que l'on voit, c'est vraiment les premières simulations que j'ai pu réaliser personnellement de ce petit oiseau, le Quetzal. Explorer, arbitrer, lorsqu'on lance une marque, moi je souhaitais obtenir une signature visuelle assez rapide et puis garder les valeurs de la marque Itzerba, c'est-à-dire la transparence. Si je parle d'un artiste et je donne son nom, je voudrais que tout soit transparent. Et rapidement, l'utilisation d'une glassbox sans saphir s'est fait ressentir. Pour remettre un petit peu l'humain au centre, je suis allé rencontrer chez le fournisseur, chez le saphiriste, chez le fournisseur, la personne qui fait le polissage. Parce que je me voyais mal lui apporter des designs et puis, ou des moutons à 7 pattes et puis faire des boucles d'itération comme ça. Moi, je ne connais pas trop encore cet univers du saphir. Et puis, ce polisseur m'a dit, mais pourquoi, pour avoir une signature, on ne ferait pas une glassbox avec une partie horizontale plate? Moi, je sais polir ça sans trop de problème. Habituellement, on a toujours un bombé. Euh, Pourquoi pas partir sur du plat? Et puis, j'ai dit, voilà, ça peut être déjà un bon départ. Si lui, il se sent capable de polir ce type de glassbox avec un plat au-dessus, ça peut être très intéressant. Après, il manquait toute la jonction entre cette partie verticale et puis la partie plate. Alors, j'ai commencé à proposer 3 designs où on voit ici que l'épaisseur de la paroi verticale est la même que l'épaisseur de la paroi horizontale. Donc, les rayons ici, on possède le même centre. Voilà, il y a très peu de déformation. Puis à un moment, j'ai dit, bon, il faut quand même une certaine épaisseur pour pouvoir fixer le fond de la boîte sur la glace saphir. Par contre, est-ce qu'on peut gagner un peu en épaisseur sur la partie supérieure? Donc là, il y a 2 épaisseurs différentes, ce qui contraint ici à 2 rayons qui n'ont pas tout à fait le même centre. Donc là, on commence à avoir des déformations.
c'est intéressant. Puis après, bah, carrément de réaliser un biseau sur la boîte. Euh, voilà, après, il faudra déterminer quel angle. C'était intéressant, mais le choix avec le fournisseur, c'est porté, parce qu'encore une fois, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit, qu'on prenne en considération l'humain, celui qui fait, c'est porté sur ce modèle ici. Celui-ci ressemblait un petit peu trop à un modèle qui est en train de sortir des montres Dupont. Voilà, je n'avais pas du tout tendance à vouloir partir, faire du Piaget. Donc, m'intéresser voilà, sur ce type de design. J'ai utilisé une rosace comme mire. Donc voilà, on a échangé. Et puis quand j'allais valider, j'ai dit, bon, je vais refaire des simulations avec cette fameuse mire, cette rosace mise en couleur. Et puis là, d'un coup, ben voilà, hein, je crois que les mots, il y a pas besoin de les commenter. La déformation optique de ces glassbox, ben, ça ne convient pas. Et grâce à Speos, c'est en quelques secondes que j'ai eu cette image qui est apparue euh, avec le mode de preview parce qu'on peut déplacer très rapidement l'image. Je ne suis pas allé plus loin dans la simulation, d'où la qualité, mais là, il faut s'arrêter quand on en est à ce stade-là. Donc oui, la simulation optique évite pas mal de maladresse. Donc je suis revenu un petit peu sur mes pas, et puis le côté biseauté était très intéressant. Très, très, très intéressant. Parce que une nouvelle dimension arrive, esthétique, c'est la diffraction de la lumière. Donc là, on est sur une simulation, donc toujours pareil, hein, en mode preview, on voit très rapidement que la lumière se diffracte dans le biseau. Ça m'intéressait d'avoir cet apport qu'on n'avait pas sur les autres designs. Peut-être que le côté négatif, c'est qu'on voit le perçage ici, on le voit dans le biseau. Et quand j'ai la pièce finale dans les mains, ben on le voit réellement. Euh, on pousse, voilà, il y a le pour et le contre hein, à chaque fois, mais on s'aperçoit que voilà, j'ai quand même privilégié cet aspect biseauté par rapport à cet effet de miroir. Et puis, toujours dans les échanges avec les fournisseurs et puis avec le client final, on voit ici quand même que le contraste du gravage au laser, ou quand il y a une réflexion de la lumière dans le biseau, je ne suis pas assez profond là, hein, et puis il manque de RA. Donc très rapidement, toujours avec Speos, on modifie la CAO, on vient modifier le texte, la profondeur, et puis on a des résultats qui sont beaucoup plus probants pour la suite. Donc on joue sur les contrastes. Donc c'est très 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 agréable en quelques minutes de faire quelques modifications en CAO et d'avoir des images réalistes. Hein. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire de l'infographie. Tout ce que je vous montre comme image ici, il n'y a aucune infographie derrière. Ce n'est pas pour rendre beau, c'est vraiment des équations optiques. Là, ce n'est pas trop mon domaine, ça, je vais laisser Julien parler, mais il y a toute une somme d'équations scientifiques qui font qu'on a un résultat plus que probant. Voilà, moi j'ai terminé un petit peu cette partie pour montrer, voilà, dans les 15-20 minutes qui m'impartissaient, le besoin que j'avais de Speos. Et puis avant de vous présenter par la suite Itzer by dans Speos, je vais laisser la main à Julien. Alors je reprends. Si, je vais redonner la main. Voilà. Bonjour, vous pouvez m'entendre?
C'est tout bon, Julien. Ok, merci. Alors, merci Xavier pour cette introduction. Donc, Julien Duchesne, je fais partie de l'entreprise Ansys, éditeur du logiciel de simulation optique Speos. Donc, je suis product spécialiste avec un background d'ingénieur opticien et utilisateur de Speos depuis plus de 10 ans. Donc, je vais commencer par une introduction vidéo pour parler de Speos, qui est, comme ça a été mentionné plusieurs fois, un logiciel de simulation de la lumière qui permet de travailler, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, sur tous les systèmes lumineux, que ce soit la lumière visible ou la lumière invisible. Donc, la lumière visible captable par l'œil humain, et la lumière invisible comme l'infrarouge ou l'ultraviolet. Donc les use cases sont assez variés, tous les systèmes d'illumination, mais également de plus en plus tout ce qui est capteur, tout ce qui est vision, donc caméra, lidar, vision humaine, qui devient de plus important dans toutes les problématiques d'autonomie qui sont de plus en plus fréquentes dans les nouveaux produits qui sortent sur le marché et principalement dans le transport. On travaille beaucoup aussi sur le design optique, comme on peut le voir ici, l'intégration des composants optiques, la création de ces composants optiques, des guides de lumière, les réflecteurs, les caméras, les lentilles, etc., etc. Mais ce logiciel de simulation de la lumière est également utilisé pour réaliser de la simulation physico-réaliste, des rendus prédictifs, donc qui peuvent aider à la fois les designers et les ingénieurs à prendre des décisions sur leurs produits et raccourcir leur cycle de développement. Donc, la philosophie derrière le logiciel de simulation de la lumière Speos, c'est la possibilité de définir comment la lumière interagit avec la matière et comment cette interaction lumière-matière va être perçue par un capteur. Et dans notre cas, aujourd'hui, pour expliquer un peu plus comment, par exemple, Xavier Rousset a utilisé Speos pour faire du rendu prédictif, le capteur en question est l'œil humain. Donc, on va être capable de reproduire comment un œil humain, avec ses caractéristiques, avec toute sa complexité, l'œil humain est le capteur optique le plus complexe qu'on puisse trouver, on va pouvoir exactement reproduire comment il verra un objet mis en situation, comment l'objet lumineux ou l'objet éclairé va être vu, va être perçu en fonction des conditions d'éclairage, qui jouent également sur le mode de vision que l'on a. Quand on observe le même objet lumineux dans une pièce noire ou en plein soleil, on ne va pas avoir les mêmes contrastes, donc l'œil ne va pas être capable de capter les mêmes informations, etc. Et c'est ça tout l'enjeu d'utiliser un outil de simulation, c'est être capable de pouvoir immerger un objet dans n'importe quelle condition lumineuse pour évaluer ses performances ou comment il va être vu. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, comme Xavier Roussel a dit précédemment plusieurs fois, de l'esquisse jusqu'au rendu, jusqu'au prototype virtuel, la simulation peut aider. Donc, on aide nos utilisateurs à partir de leur CAO à avoir un rendu prédictif, un prototype virtuel pour prendre des décisions très facilement, très tôt dans le cycle de développement, sans dépenser du temps et de l'argent dans le prototypage. Typiquement, ici, on a un feu de voiture. Et ben, maintenant, on a une image et on a un rendu. À gauche, à gauche de votre écran, vous avez la photo et à droite, vous avez le rendu prédictif réalisé avec Speos. Et c'est là qu'on voit qu'on est capable d'observer les inhomogénéités, les réflexions, les niveaux de contraste et on est capable de driver des décisions à partir de ce rendu sur le design, les performances, les couleurs, les mises en situation du produit pour atteindre ces objectifs. Donc, Speos, en résumé, est un logiciel de simulation de la lumière qui s'appuie sur le tracé des rayons pour
évaluer et optimiser les performances lumineuses d'un système, mais également pour produire un rendu prédictif, des rendus allumés ou éteints. Tout ça dans le but de réduire les temps et coûts de développement. Je vais commencer par une success story avec Bentley dans le monde de l'automobile, étant donné que Speos est utilisé à plus de 70% par le monde de l'automobile, que ce soit les constructeurs ou les fournisseurs dans l'auto. Puis ensuite, on regardera ce qu'on fait dans le domaine de l'horlogerie et du luxe. Donc, on a une histoire assez forte avec Bentley, avec qui on travaille depuis 2009. Et tout a commencé avec une étude de lumière pour optimiser, les aider à améliorer l'éclairement dans un de leurs véhicules. Et ensuite, on a travaillé sur l'ergonomie visuelle, puis ils ont demandé à leur supplier d'utiliser Speos également pour aller plus vite dans la prise de décision. Et aujourd'hui, ils valident leurs produits grâce à Speos déployé dans la réalité virtuelle sur tous les produits et pour beaucoup de sujets. Donc, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, donc ici, il y a des chiffres, il y a un nombre de prototypes, il y a un nombre de coûts qui est sauvé, mais au-delà de ça, pour un constructeur comme Bentley, la plus grosse valeur ajoutée qu'ils ont trouvée dans l'utilisation de Speos, ce n'est pas un gain de temps, ce n'est pas un gain d'argent, mais c'est surtout un gain de temps pour être capable d'évaluer un nouveau véhicule. Aujourd'hui, ils customisent, ils font presque chaque véhicule est unique et différent. Et aujourd'hui, pour eux, aller très vite dans la prise de décision, dans évaluer certaines matières, certains positionnements, certains composants, pour eux, ça a une valeur beaucoup plus importante, moins chiffrable, bien évidemment, mais beaucoup plus importante que le gain purement financier. Donc, le prototypage virtuel vraiment les aide à aller plus loin dans leur design. Alors voilà, l'histoire a commencé avec cette étude où on a commencé à répliquer l'éclairement des feux, des éclairements de plafonniers dans leur véhicule. Et eux, ils avaient impérativement besoin de trouver une solution sans changer la boîte à lumière qu'ils avaient. Ils devaient améliorer l'éclairement pour n'avoir que de l'éclairement sur les consoles et puis sur les sièges. Donc là, on les a aidés grâce à Speos aux capacités de développement optique de Speos, de les aider à développer leurs propres lentilles qui pouvaient s'insérer dans la boîte à lumière disponible. Donc grâce au tracé de rayon et à toutes les lois de l'optique qui sont utilisées dans Speos, on a ensemble développé cette lentille qu'on voit, qui a une forme très particulière, mais qui avait le mérite de rentrer dans l'espace disponible et qui nous permet d'améliorer la lumière. Donc grâce à Speos et aux simulations photométriques, on est passé d'un éclairement ici très bas et diffus à un éclairement concentré uniquement où on le souhaitait par l'insertion de cette pièce en plastique. Et donc, ils ont pu quantifier le gain. On voit vraiment que l'éclairement est plus adapté à ce qu'ils recherchaient. Et surtout, ce qu'ils ont apprécié dans l'utilisation de Speos, c'est qu'on leur a affiché ce type de rendu comme on voit à l'écran. Nous, en tant qu'ingénieurs, on a utilisé ce type d'analyse. On a utilisé des analyses en fausse couleur. On savait quantifier, voir où allait la lumière, la quantifier et valider avec des valeurs. Mais aujourd'hui, un product manager, un designer, si on lui montre ça, ça ne lui parle pas. Il ne sait pas s'il peut accepter la distribution lumineuse à gauche ou à droite. Ce que lui, il veut accepter, c'est un rendu sur lequel il peut se baser, sur lequel il peut committer pour avancer dans son projet. Et c'est ça qui les a vraiment intéressés, c'est être capable de dire on aime ce qu'on voit à droite, on n'aime pas ce qu'on aime à gauche. Les valeurs derrière, ça c'est pour les ingénieurs, ça les intéressait moins, mais c'est ce qui permettait eux de garantir qu'on allait dans la bonne direction. Donc, ce fut le premier projet qu'on a eu avec eux. Et le deuxième projet, on a travaillé sur des rendus d'intérieur de voitures complets. Ils avaient une problématique, c'était que les boutons, les fonctions lumineuses dans le véhicule n'étaient pas perceptibles dans tous les environnements. C'est-à-dire que quand ils avaient une fonction allumée, éteint au niveau du cockpit,
du driver qui étaient à Riyad en plein soleil avec le toit ouvert, on ne voyait pas du tout la fonction allumée. Par contre, quand on va en Angleterre sous ciel nuageux, on peut être limite ébloui par la fonction si on l'a trop boostée parce qu'on veut qu'elle soit vue au soleil. Donc, ils voulaient être capables de comprendre comment adapter leur politique de puissance des LED, des sources lumineuses derrière ces composants pour s'assurer qu'ils allaient livrer en fonction des clients la bonne stratégie d'illumination intérieure. Donc, on leur a produit ce type de rendu où ils sont analysés de manière très précise en fonction de l'endroit, de la direction, si les fonctions lumineuses étaient visibles, accessibles, afin d'adapter leur politique d'illumination. Donc pour eux, c'était une manière très pertinente de discuter et driver toute leur supply chain, par exemple sur le design des guides de lumière, le choix des LED, des couleurs et des puissances pour tous les composants qu'on peut voir dans une voiture. Donc aujourd'hui dans l'automobile, tous les suppliers de rang 1 utilisent Speos pour designer, valider et échanger avec leurs clients autour de ces composants. Les guides de lumière, tous les petits bouts de plastique transparents qu'on a dans une voiture peuvent être designés et optimisés avec Speos. On a également beaucoup travaillé sur tout ce qui était la quantification des niveaux de réflexion. Là, on voit qu'on a ce qu'on appelle du veiling glare sur le pare-brise. Le but, c'est pas de l'éliminer. Le but, c'est d'être capable de quantifier au-delà de quel niveau ça n'est plus acceptable en termes de sécurité et également en termes de design. Donc, encore une fois, avec l'outil de simulation, on peut simuler des matériaux existants, mais on peut également spécifier ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas et quel matériau va nous permettre de rentrer dans les specs. Ensuite, on a d'autres cas d'utilisation comme l'éclairage extérieur où on voit typiquement, ici on a une photo, ici on a un rendu allumé d'un feu de voiture. Ils ont également imposé à leurs fournisseurs d'utiliser Speos pour avoir les mêmes formats, les mêmes fichiers, les mêmes outils afin d'aller plus vite dans les échanges, dans les discussions et dans les prises de décision. Et aujourd'hui, ils ont virtualisé complètement leur process et ils utilisent Speos déployé dans la réalité virtuelle pour avoir une expérience immersive totale en VR, en réalité virtuelle, pour prendre des décisions très tôt dans le cycle de développement, de design et asseoir des decision makers, des designers dans une voiture virtuelle et vraiment travailler l'ergonomie et le style. Donc, toutes ces problématiques, elles s'appliquent également au domaine de l'horlogerie, du luxe, du consumer goods, etc. Ici, on voit des exemples. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est des simulations. Derrière ces simulations, il y a de la caractérisation de matériaux, il y a de la simulation. On a lancé les rayons un par un avec l'algorithme Monte Carlo de Ray Tracing pour réaliser ces rendus prédictifs, fidèles, qui reflètent comment l'objet sera vu dans la réalité. Donc ça peut être pour des montres, pour choisir des matériaux, vérifier, comme l'a indiqué Bernard précédemment, qu'on a accès aux bonnes informations, qu'on peut lire les chiffres, qu'on peut voir avec la bonne taille les choses qui passent dans la loupe, et travailler la coupe d'un diamant pour s'assurer qu'on a un bon feu, un bon éclat, etc. Également tout ce qui est packaging, s'assurer qu'on utilise des bonnes formes, qu'on ne va pas générer des effets loupe indésirables. Également valider qu'on met notre objet sous les bonnes conditions lumineuses pour le mettre en valeur, également très important. Travailler sur les vitrines. On a des use cases où on a eu des fabricants de biens de consommation qui développaient un matériau, développaient une peinture en labo, et quand ils le mettaient en magasin sous l'éclairage de n'importe quelle entre guillemets vitrine ou n'importe quelle grande surface, le rendu, la couleur n'était pas du tout celle qu'ils pensaient. Là, ça affecte carrément l'image de marque. Est-ce qu'on est capable de reconnaître que ce flacon, c'est la lessive XY si elle est mal éclairée? Ben, peut-être que non, parce que le client final a quand même des marqueurs. La couleur en est un. Et si on met mal en avant sa marque, ça peut affecter également les ventes. Donc, vous avez déjà vu ce slide également dans la présentation de Bernard. Mais alors, c'est quoi le process
d'utilisation de Speos. On commence avec du CAD. Donc, Speos est intégré dans Siemens NX, dans PTC Creo et également dans SpaceClaim, la plateforme ANSYS. Donc, on part directement du CAD. On applique des propriétés optiques sur les différentes parts, les différents volumes, les différentes surfaces, des propriétés optiques qui ont été mesurées à l'aide d'un hardware qu'on a nous-mêmes développé pour assurer la précision. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des lumières, ajouter des capteurs, des sensors, des caméras, voire même des chemins de caméras pour réaliser des animations, pour ensuite réaliser ce rendu. Et on va ensuite pouvoir opérer une boucle, une itération entre la CAO et le rendu prédictif afin d'optimiser son produit. Donc une petite vidéo pour voir comment ça se passe. Donc ici c'est une vidéo dans Creo, mais on verra tout à l'heure que Xavier nous expliquera, lui il l'a utilisé dans ANSYS SpaceClaim. Ça permet d'avoir un seul outil fourni par ANSYS pour la plateforme de modeling 3D, comme on le voit actuellement, également de rendu. Mais dans l'environnement 3D, on peut appliquer déjà, on peut modifier facilement des parts. On n'a pas besoin de faire d'import-export. On peut y appliquer les propriétés optiques, appliquer les sources et les capteurs, le tout dans le même produit. Ici, on voit qu'on crée une caméra et un parcours de caméra. Donc, on va déjà avoir une prévisualisation de ce qu'on va être capable de voir pour s'assurer qu'on regarde le bon endroit, le bon composant. Et ensuite, on va pouvoir lancer des simulations. Ici, une première simulation qui s'appuie sur le GPU où on a du tracé de rayon quasi temps réel pour avoir une idée de comment va être vue notre montre. Donc là, on lance les rayons en temps réel. Et ici, on va pouvoir compiler des rendus précalculés tous ensemble afin de réaliser des rendus soit statiques, soit ici dynamiques pour observer l'objet sous différents angles. Alors bien évidemment, l'importance du calcul est primordiale. Aujourd'hui, Speos peut être utilisé sur les CPU ou sur les GPU. Donc ici, on voit, on a beaucoup de points de vue. On est en train de parler de 160 points de vue avec des matériaux diffus dans la masse. Donc c'est très coûteux en termes de simulation optique. Ça n'a rien à voir avec une glace saphir où qui est transparente et non diffusante. Mais typiquement, on est capable de passer d'un calcul sur un CPU qui pourrait durer 35 jours pour ce type d'analyse, 160 points de vue, je le répète, et des matériaux très complexes à simuler, à 2,6 heures si on le déploie sur un HPC. Donc ça, c'est très important. Est-ce que c'est acceptable? Pas toujours. Quand on veut itérer et aller vite, on veut pouvoir être capable, par exemple pour un ingénieur, on a besoin de produire des belles images, on a besoin d'aller vite, d'itérer vite. Donc aujourd'hui, Speos est également utilisable sur le GPU. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Et là, en temps réel, on peut avoir accès à des rendus quasi temps réel où on voit les rayons se propager en temps réel et à un certain moment, on est capable d'arrêter ou pas la simulation parce qu'on voit déjà un défaut, on sait qu'il faut le gommer et là, on peut itérer de manière très rapide, très intuitive, sans avoir à consommer plusieurs dizaines de minutes, heures, dizaines d'heures pour produire des images très haute qualité. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, on voit par exemple qu'on change des matériaux à la volée. Et à la volée, on va pouvoir voir comment notre objet est vu avec différents liquides de différentes couleurs. On pourrait jouer sur les épaisseurs, les formes, etc. et itérer de manière très fluide. Ensuite, l'importance de la définition des matériaux est primordiale. Si on veut un rendu prédictif, si on veut prendre des décisions basées sur le rendu, il faut s'assurer que les inputs sont précises. C'est la condition obligatoire
pour être justement prédictif. Donc aujourd'hui, SPEOS est capable de simuler tous ces phénomènes optiques, la dispersion spectrale, les matériaux iridescents, on est capable de créer du multi-layering pour faire des textures, on est capable de simuler les coatings, de simuler les rétroréflexions. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des réflexions et on peut aller très loin dans la définition et la simulation de matériaux très complexes. Donc, on va pouvoir travailler sur les couleurs, on va pouvoir travailler sur les épaisseurs, sur les phénomènes de diffusion, surfacique, diffusion volumique. On va pouvoir travailler ici, on voit sur les qualités, les grades de différents plastiques, les phénomènes d'absorption volumique également, avec des dépendances spectrales. On peut également travailler également sur ce qui se passe dans le volume, donc les matériaux un petit peu milky, foggy, les états de surface un petit peu particuliers. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait mesurer ou qu'on sait et qu'on sait simuler grâce à l'algorithme inclus avec SPEOS. On a également travaillé sur tout ce qui est prise en compte des tangences. Donc, on voit ici qu'on est capable, sur deux matériaux tangents, de même simuler les effets de bord. Donc, ici, on voit qu'il y a de la pénétration de la lumière d'un matériau à l'autre. Donc, quand ces deux matériaux ici sont collés, l'effet du vert dans le jaune peut se faire voir. Donc, on peut aller jusqu'à simuler ces effets-là où on simule vraiment des contacts parfaits entre différents matériaux. Ici, on voit les cols entre des composants, c'est des choses qu'on peut aller simuler parce que c'est très important, c'est des choses qui vont avoir un impact sur l'effet esthétique. Et le plus important, un des takeaways, c'est vraiment que c'est des belles images, mais derrière tout ça, il y a des valeurs, c'est quantifié, c'est mesurable pour driver la prise de décision, mais également pour pouvoir créer ces critères d'acceptabilité. Donc aujourd'hui, un designer va être capable de dire j'aime, j'aime pas. L'ingénieur va être capable d'interpréter en mettant des tolérances, en mettant des valeurs. Qu'est-ce qu'il peut accepter, pas accepter, pour créer de la répétibilité et du contrôle dans les process de développement. Quelque chose de très important également, c'est travailler sur utiliser du hardware de restitution calibré. Ça ne sert à rien de faire de la simu physique si derrière on n'est pas capable de restituer ces valeurs simulées dans du hardware capable de restituer ces choses. Donc très important de travailler avec des écrans à haute dynamique de luminance et avec très bonne restitution colorimétrique. Donc, pour résumer, aujourd'hui, SPEOS est un algorithme qui était utilisé à la base pour le développement de composants optiques, qui est aujourd'hui utilisé pour résoudre des problématiques de qualité perçue et également fournir une expérience de visualisation haute qualité, le tout dans une dynamique, une problématique de prise de décision. Je vais laisser redonner la main à Monsieur Rousset pour que qui conclue cette session et vous montre ce que lui, dans son projet, a réussi à réaliser et nous partager son retour d'expérience sur cette expérience zéro prototype physique. Pour toute question, je serai bien évidemment ravi de vous répondre plus tard par chat ou par email, par téléphone, comme vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Julien. Tout le monde m'entend. Je vais reprendre la main. Et puis voilà, C'est OK. à mon petit niveau, vous présenter ce que j'ai réalisé, parce que vous avez vu de toutes les fonctions qui existent dans SPEOS. Moi, j'ai vraiment utilisé les fonctions qui sont liées au design, à l'image, hein, et moins sur la quantification de la lumière.
Là, on se retrouve dans l'environnement SpaceClaim Speos. Alors, il est figé, c'est une image, mais on voit euh, bah, la nomenclature, hein, l'arborescence de ce fameux petit quetzal. C'est un oiseau de liberté, c'est un petit clin d'œil, hein, qui est réalisé en marqueterie multimatière. Donc voilà, c'est le cas, il a fallu le dessiner. Et puis après, il faut simplement euh, suivre le flux au-dessus. Donc on va déterminer, une fois que la CAO est réalisée, les matériaux. Donc sur cet oiseau, on a 16 matériaux différents, de l'érable, de la loutre, de la paille verte, du sycomore, du cuir de veau. Donc tous ces matériaux, comme a précisé Julien au préalable, on a mesuré les propriétés optiques de ces matériaux et puis on va définir euh, de quel type de matériaux on parle. Ensuite, de ce matériau-là, de l'érable par exemple, on l'associe à deux parts. Ici, ce sont les deux petits yeux qu'il y a ici. Donc c'est assez simple à l'utilisation. Chaque matériau, pour ma part, sont texturés. Donc on va créer des UV maps et qu'on va définir ensuite l'orientation de chaque UV map. On mettra par la suite, pour faire les simulations, un choix de lumière. Euh, Bien entendu, on va définir qu'on regarde la simulation, ce qu'on appelle, ce que j'entends maintenant, ce rendu prédictif, c'est l'œil humain. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut donner les caractéristiques de l'œil humain jusqu'à l'âge de la personne qui va regarder. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil, mais c'est aussi sympathique pour le client final. Et ensuite, on peut faire soit ce mode preview, c'est-à-dire en quelques instants, la simulation tourne sur la GPU et on va voir la résultante de la simulation. Ce qui m'a permis d'éviter des maladresses, hein, tout à l'heure, je vous ai montré, c'est avec ce mode preview ou alors en mode compute de la simulation pour avoir de l'image ou une série d'images. Ça tourne sur la CPU. Alors moi, c'est clair que sur mon petit oiseau ici, il n'y a pas eu besoin de semaines de simulation. En une nuit, la plupart du temps, j'obtenais avec le mode compute, j'obtenais des images avec mon type de PC qui est voilà, assez traditionnel. Donc tout ça pour dire, voilà, c'est vraiment assez simple d'utilisation, une prise en main qui est assez simple. Et puis, encore une fois, un bon accompagnement de l'équipe de 4FEM26. S'approcher d'une réalité optique, c'est un petit peu le souhait qu'on souhaite mettre en avant lorsqu'on échange avec son client final. Ça, c'est le point de départ, c'est ce que l'artiste a proposé avec son choix de matière, un logiciel lambda d'infographie. Ici, c'est le résultant, c'est le fruit de son travail, pris en photo. Donc le quetzal en marqueterie existe, 214 morceaux, 16 matières. Là, il est dans sa petite boîte. Cette marqueterie, on l'a pris en photo pour créer ce GIF ici. Et on voit bien qu'avec des lumières différentes, on n'a pas les mêmes résultats. Avec des orientations de lumière différentes, on n'a pas le même résultat. Et ce qu'on demande à la simulation, c'est d'être le plus proche possible par rapport à ces rendus. J'ai lancé une simulation avec les mêmes composants de lumière qu'on retrouve ici, et je trouve que on a vraiment une similitude de couleurs. Encore, il manque peut-être encore un petit peu de texture, mais au niveau de la couleur, il y a une grande similitude. Et ce type de produit, aujourd'hui, lorsque j'explique à mes prospects, à mes clients, que c'est un rendu prédictif, encore une fois, ce n'est pas une belle image réalisée par un infographe. Ça, c'est pour certains magazines, c'est pour d'autres environnements. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être le plus transparent possible. Donc, en utilisant ce type de simulation, moi, pour l'instant, ça me convient par rapport à la réalité. Voilà le petit passage qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà les résultats obtenus après toute cette phase de simulation. Et puis, ce que j'ai dit de l'esquisse à Instagram, c'est quand même juste très, très agréable de pouvoir réaliser de la photo. C'est-à-dire que toutes ces prises, je les ai réalisées personnellement
avec des points de vue de la caméra différents dans le logiciel Speos. On laisse tourner une nuit ou moins, suivant la qualité et le nombre, la définition qu'on veut de l'image. Et voilà des images qui peuvent être transmises soit à la presse, soit à travers les réseaux sociaux, ou à la demande du client qui veut avoir un point de vue bien particulier de la montre. Encore une fois, il n'y a pas du tout d'infographie, elles ne sont pas retouchées, elles sont brutes de simulation. C'est ce que j'ai souhaité qu'il soit réalisé en adéquation avec les valeurs de XRBY. Donc, l'objectif est atteint de l'Estis à Instagram. Moi, quand j'ai pu diffuser ces images-là, j'étais très très satisfait du parcours réalisé avec ce partenaire Ansys. Et puis le top, hein, c'est de pouvoir, Julien Duchesne a montré qu'on peut créer des parcours de caméra et de pouvoir créer cette vidéo avec une animation du balancier spirale. On voit toutes les réflexions de la lumière, on voit tous les jeux de miroirs, on va juste aller voir le fond bouchonné qui a été créé. On voit les iridescences des élytres de scarabée. On a aperçu ici la diffraction de la lumière. Lorsque mon premier client que j'ai rencontré via un apporteur d'affaires me répond à cette petite citation, c'est très très encourageant par la suite par rapport à une petite marque comme la mienne avec un concept très innovant et puis s'appuyer sur cette technologie high-tech. Aujourd'hui, je n'ai communiqué qu'à travers le prototypage virtuel. La montre, elle est en cours de réalisation. Elle sera visible à Besançon 24 heures du temps le 19 juin. Le Quetzal, la XR by Rose Saneuil, avec d'autres modèles, également 2 autres modèles avec 2 autres artistes. Et puis, ça clôturera cette expérience très positive de simulation optique. Et puis, ce challenge de dire la tendance green, c'est une réalité. On peut faire du prototypage virtuel et puis aboutir à un produit et même le vendre avant de réaliser un prototype physique. Voilà, j'ai essayé de partager un petit peu avec vous mon expérience avec ce produit. Je crois que on est dans les temps. S'il y a des questions, Julien ou moi-même, on est capable de vous répondre. Je vais redonner la main. Voilà, peut-être à Bernard. Je ne sais pas si c'est lui qui reprend la main. Oui, je peux reprendre la main sans souci. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces présentations. Puis on va attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas des questions qui arrivent dans le chat. Je pense que vous aussi pouvez voir s'il en arrive. C'est vrai que souvent, par expérience, les questions arrivent plutôt après coup, arrivent directement en fait chez nous et pas forcément dans le cadre du webinaire. Donc on va voir s'il y en a. Et sinon, je vais vous proposer de clôturer la session. Peut-être Christophe, si tu peux me rendre aussi les droits pour présenter, je peux juste mettre une slide de conclusion. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'en vois pas arriver du coup. Je revérifie juste là-bas aussi. Non, mais c'est tout bon. Déjà, je voudrais remercier tout le monde, remercier déjà tous ceux qui sont venus nous écouter, parce que c'est grâce à vous que ces événements existent, et remercier tout particulièrement Julien Duchesne et Xavier Rousset pour avoir préparé toutes ces 2 présentations qui étaient extrêmement claires, et qui j'espère va donner envie à nombreux d'entre vous. Et j'ai juste mis comme slide, dans le slide de conclusion, le lien du site internet 4FEM et des adresses email, numéro de téléphone si vous voulez nous contacter. Donc s'il y a une question, s'il y a quelque chose que vous voulez faire passer à Julien, à Xavier Rousset, à moi-même ou autre, question comme demande, ou une question générale, n'hésitez pas à nous contacter par ces adresses-là. Et puis on se revoit dans d'autres événements. Voilà. Parfait. Merci à tous encore une fois et puis à une prochaine.